Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quad Neuf dans l'IMO, le Mac de l'IMO Neuf, qui vous donne toutes les clés pour comprendre l'immobilier dans le neuf, avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour José. Alors, le thème de cette émission sera un petit peu didactique puisqu'on va parler du contrat du réservataire dans le neuf. On va voir un petit peu ce qui se passe une fois que j'ai mon projet, que j'ai mon programme, qu'on signe justement ce contrat avec le constructeur. Alors, qu'est-ce qui contient ce contrat? Alors, c'est tout simplement l'équivalent du compromis de vente dans l'ancien, mais là, ça s'appelle contrat de réservation, tout simplement, puisque c'est un contrat qui va servir au promoteur à réserver un bien au profit de l'acquéreur. Ça se signe chez le notaire donc. Alors, dans les faits, ça se signe plutôt ce qu'on appelle sous seing privé, donc sans l'intermédiaire du notaire. Et même aujourd'hui, depuis déjà quelques années, ça se signe de plus en plus par voie électronique. Donc les acquéreurs peuvent signer le contrat de réservation directement de chez eux. Alors parlons du contenu justement de ce contrat. Qu'est-ce qu'il contient et en quoi il consiste ce contrat? Alors déjà, il va préciser ce que j'achète, le descriptif du bien. La base? La base, avec le plan et puis la notice descriptive en annexe qui va préciser exactement à quoi ressemble mon bien et comment il est fait. Le prix, à combien je l'achète. Également les délais, c'est quand même un élément important. Et puis le cadre juridique. Alors le cadre juridique, ça inclut toutes les fameuses conditions qui me permettent notamment de sortir de l'opération si ça se passe pas bien. C'est important, ça veut dire que si je change d'avis ou alors si ma situation financière a changé, je peux me rétracter. Voilà. Dans les 10 jours qui suivent la réservation, j'ai changé d'avis, j'ai un élément qui a évolué, je peux sortir de mon contrat moyennant juste un courrier envoyé en recommandé. Donc c'est la rétractation classique. habituelle. Et puis également, il y a ce qu'on appelle la condition suspensive d'obtention du prêt. Donc ça veut dire que si malgré les petites simulations que j'avais faites chez moi, en allant voir le banquier, il me dit que finalement mon dossier ne passe pas en termes de financement, je peux me dédire de mon projet sans frais. On a d'ailleurs une émission où on parle justement de ce taux d'endettement que vous pouvez revoir en replay. Donc ça veut dire que le contrat de réservation que je vais signer avec mon promoteur, c'est exactement celui que je vais retrouver chez le notaire, c'est 100% verrouillé? C'est à 99% ce que tu vas Presque, retrouver chez le notaire. ouais. Ouais, presque. En fait, entre la page blanche, le terrain vierge, le projet, on va dire, d'architecte, et puis le projet qu'on va retrouver in fine et concrètement réalisé. La carte n'est pas le territoire, c'est ça? Voilà, il peut y avoir quelques S'adapter, petites ouais. variantes techniques. Donc, des variations sur la superficie, des variations peut-être sur les matériaux utilisés, et puis des variations aussi sur le planning. Et ça, on le vit plus particulièrement depuis 2 ans et toute l'actualité qui nous entoure. Est-ce que ça induit une variation aussi sur le prix? Alors potentiellement, oui, la loi permet à un promoteur de faire varier le prix c'est entre important, la ça. réservation et l'acte. Alors c'est dans les faits plutôt un prix ferme et définitif qui est pratiqué par les promoteurs, mais c'est un point quand même à regarder. Oui. Donc si je veux me protéger justement de ces éventuelles fluctuations de prix, surtout en ce moment, il faut privilégier le prix ferme et définitif C'est un point à avec regarder. mon promoteur. Alors Tout au à moment de fait. la signature, je dois verser quelque chose, un acompte, un dépôt de garantie. C'est un dépôt de garantie, c'est le terme, effectivement. En général, c'est une somme assez faible, 1000 à 1500 euros couramment pratiquée. Ça se fait par virement directement sur un compte chez le notaire. Et comme c'est un dépôt de garantie, il sera déduit si je fais un prêt. Si le projet est financé à 100% par Ouais. le prêt immobilier, oui, le dépôt de garantie est restitué le jour de la signature chez le notaire. Et donc le financement, c'est l'étape qui suit. C'est le financement, oui, qui va suivre, exactement. Il faut aller rencontrer son banquier. Ben justement, alors c'est quoi les choses auxquelles il faut penser au moment où je vais aller rencontrer mon banquier? Alors, on en a parlé, les conditions de taux sont quand même assez intéressantes depuis déjà quelques années. Donc, sur le principe, si l'endettement le permet et si la situation le permet également, c'est emprunter le maximum, acheter de l'argent aujourd'hui à bas prix. Avec les frais de notaire? Avec les frais Si de notaire, possible. si le banquier est d'accord et qu'on peut l'inclure. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un montage spécifique à l'achat dans le neuf, mais que, en général, votre conseiller bancaire va connaître, c'est mettre une franchise d'intérêt. Attends, c'est quoi ça la franchise d'intérêt? Alors la franchise d'intérêt, c'est simple, c'est je ne paye dans le cadre de mes mensualités Ok. que les intérêts des sommes qui ont été débloquées. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure de mes déblocages, je vais payer uniquement des intérêts, c'est ça? Exactement. Ça donne quoi en pratique ça? Alors dans les faits, si par exemple la somme de 100 000 euros a été débloquée de mon compte au fur et à mesure de l'avancement des travaux,
Au taux actuel, à peu près de 1,2%, ça fait 1 200 € d'intérêt intercalaire par an, et ça va représenter à peu près 100 € par mois. Donc pendant cette période, je ne vais payer que ces fameux intérêts intercalaires de 100 € par mois. Exactement, c'est ce qui va permettre, par exemple, quand on est encore propriétaire et qu'on a un double loyer ou une double mensualité à côté, ou qu'on ne perçoit pas encore les loyers en tant qu'investisseur, de ne pas avoir des avances de trésorerie trop fortes. Et cette phase de déblocage, c'est quoi les règles? Comment ça se passe? Alors, ça c'est encadré par la loi aussi, c'est-à-dire que l'avancement des appels de fonds va devoir être lié à l'avancement effectif du chantier. Par exemple, lorsque les fondations sont achevées, le promoteur ne pourra pas appeler plus de 30% du montant global de l'opération. Donc je commencerai à rembourser du capital à partir du moment où j'ai signé chez le notaire. C'est exactement ça. Et qu'est-ce qui va déclencher la signature? Alors ça, c'est plutôt du côté du promoteur que ça se passe. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une période un peu de flou pour l'acquéreur. En fait, il faut tout simplement que le promoteur atteigne un certain seuil de commercialisation de façon à obtenir de la part de son partenaire bancaire, de l'entité qui finance le projet, son prêt, et puis d'obtenir également un élément qui est très important de la part de la banque, c'est la garantie financière d'achèvement qui va garantir, comme son nom l'indique, à l'acquéreur que le projet, quoi qu'il se passe, ira jusqu'à son terme. Donc ça veut dire que je suis quand même tributaire de l'avancement du dossier de mon promoteur. Ça veut dire que si moi j'ai acheté dans les premiers et que lui il n'a pas atteint ce seuil de commercialisation, il se passe quoi pour moi? Dans l'absolu, le projet peut être annulé, si j'ose dire. Donc ça renforce l'idée qu'il faut plutôt s'orienter vers un promoteur qui connaît son écosystème, son métier, et qui va être positionné au bon endroit, au bon prix, et qui offre la quasi-certitude que le projet voit effectivement le jour. Donc choisissez bien votre promoteur, ça c'est très important. C'est la règle. On revient au notaire. Est-ce que je peux prendre mon notaire ou je dois forcément passer par le notaire du promoteur? Tu peux prendre ton notaire personnel, José, sans aucun problème. Mais ça veut dire qu'il y en aura deux. Il y en aura deux. Et plus de frais? Non, pas plus de frais, puisqu'en fait, les promoteurs se partagent les honoraires. Donc, si tu as un promoteur de famille qui connaît bien ta situation, ça ne coûte pas plus cher de le faire participer à la vente. Ok, j'ai signé chez le notaire, je suis devenu propriétaire, j'ai changé de statut, mon statut a évolué. Et maintenant? Alors maintenant, il faut se pencher sur ton bien, c'est-à-dire la personnalisation, le choix des matériaux. Voilà, là, c'est la partie vraiment agréable. Alors, en pratique, le promoteur va en général inviter l'acquéreur à venir faire des choix sur les matériaux et les prestations qui sont incluses dans la notice descriptive qu'on a signée au moment du contrat de réservation. Et puis, c'est aussi le moment où on va pouvoir, à la marge, faire des petits travaux de modification, ce qu'on appelle les travaux modificatifs acquéreurs, ou TMA. Donc c'est à ce moment-là que je peux modifier les plans de mon appartement, de ma maison, un petit peu comme je veux? Presque. Ah ouais? Il y a quand même quelques, des limites? il y a quelques contraintes techniques, alors notamment liées aux personnes à mobilité réduite, la réglementation qui va autour, la réglementation thermique, par exemple une façade classée qui doit être conservée. Il faut une validation technique, tout n'est pas possible, mais si le promoteur peut le faire, il le fera. Alors moi je suis quelqu'un de curieux, j'ai envie de mettre mon casque et d'aller sur le chantier comme je veux, quand j'ai envie. J'ai le droit? Dans les faits, c'est peu souhaitable pour des raisons de sécurité assez compréhensibles. Ouais, mais pendant que la grue est encore sur site, par exemple, pendant la période de gros œuvres, on interdit le chantier au public. Après, en revanche, quand le chantier est suffisamment avancé, l'accès au logement sera possible. Donc c'est le promoteur qui organise les visites à ce moment-là? Oui, en général, il y a 3 visites. Il y a une visite, ce qu'on appelle au stade cloisonnement, donc vérifier la bonne distribution de l'appartement ou de la maison, le bon positionnement des prises électriques, des évacuations, etc. Une deuxième visite, c'est la visite de pré-livraison, où comme son nom l'indique, on va préparer la livraison en essayant d'identifier les dernières petites difficultés. Et puis la visite finale, la visite de livraison, lors de laquelle on remet les clés au propriétaire. Qu'est-ce qui se passe si au moment de cette dernière livraison, au moment où tu me remets les clés, j'ai constaté une plainte mal collée, une poignée de porte mal serrée? Quel recours j'ai? Pas de panique, il y a un document qui est signé le jour de la livraison qui s'appelle un procès verbal de livraison. Pendant la livraison, on fait le tour du logement, tranquillement. On repère les éventuelles petites anomalies qui sont consignées dans ce procès verbal de livraison. Et il faut savoir aussi que si on repère de nouvelles réserves à l'issue de ce rendez-vous, de cette visite de livraison, pas de stress encore une fois, on a encore 30 jours pour signaler au promoteur des réserves supplémentaires. Donc ça c'est rassurant, soit je les ai vus le jour même, soit dans les 30 jours, c'est consigné dans un document. Tout à fait. Et il se passe quoi après? Et bien après, c'est très simple. Légalement, les entreprises qui ont participé au projet ont jusqu'à 1 an pour lever ces réserves. Dans les faits, la plupart des réserves sont techniquement assez rapides à lever et on peut espérer avoir un bien
0 réserve au bout de quelques jours ou quelques semaines après la livraison. Alors, ce qui est rassurant dans ces différentes étapes, c'est qu'il y a pas mal d'interactions. Alors, c'est progressif et il y a pas mal d'interactions avec mon promoteur, d'où l'intérêt d'avoir bien choisi justement, mais on revient sur un des numéros où on a évoqué ça, le choix de mon promoteur, d'aller le rencontrer, d'aller voir ses installations, de voir sa crédibilité, et parce qu'il est la clé de voûte finalement de l'ensemble de mon projet. Bien sûr, c'est le partenaire sur tout le projet, donc il faut évidemment bien le choisir dès le départ. Choisissez bien votre promoteur. Merci Julien. Merci Joseph. On se retrouve bien dans un mois pour un nouveau numéro de Quoi de neuf dans l'IMO. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, et portez-vous bien. À très vite.